Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, où que vous soyez dans le monde. Bienvenue dans cette émission African Podcast TV. Cette émission est consacrée à l'actualité africaine, sur tous les domaines, politiques, économiques, culturels, historiques, et aussi avoir des invités de grandes personnalités. J'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter M. Keita. Il est l'ambassadeur international du Human Rights Commission. Merci bien de m'avoir invité. Je suis très heureux de partager avec les auditeurs ce rendez-vous d'échange et de complémentarité. Merci beaucoup. Monsieur Keita, avant de parler de l'actualité africaine, d'une part l'actualité guinéenne, pour les gens qui ne vous connaissent pas, qui est Monsieur Keita? Parlez-nous de vous. Écoutez, Monsieur Keita, c'est un fils d'Afrique, un fils de la Guinée, qui est né dans la région de Basse-Côte, à Victoria, à Camparanté, qui est dans la région de Bokeh, qui a fait ses études primaires à Bokeh, et qui a fait ses études universitaires à l'étranger, en France, où il a terminé ses études, où il a un diplôme d'économie appliqué, et qui a travaillé toute sa carrière au ministère des Finances français, et qui s'est reconverti maintenant dans des entreprises pour contribuer essentiellement au développement des investissements en Afrique. Parce que vous savez, quand on a eu la chance de travailler toute sa carrière en Europe, il faut avoir le bon sens de penser à nos pays, parce que nos pays ont besoin des enfants qui sont partis très longtemps. Si on ne peut pas retourner pour créer quelque chose dans le pays, il faut créer quelque chose là où on est, pour essayer d'avoir un écart, avoir un pied dans le pays pour travailler. Voilà, c'est ce que j'ai fait en créant des entreprises qui travaillent aujourd'hui sur le continent africain. Quelle belle carrière. Monsieur Keita, nous allons parler de la Guinée. Nous avons vu ce qui s'est passé le 5 septembre en Guinée, le coup d'État. Donc, quelle était votre réaction quand vous avez appris le coup d'État en Guinée? Écoutez, c'était une réaction un peu surprenante comme tout le monde. Hein. Vous savez, le coup d'État, personne ne le souhaite dans les pays, mais il y a souvent l'histoire des pays qui fait que finalement, on n'évite pas les coups d'État. Les chefs d'État qu'on a à la tête de nos États doivent être les commis de l'État et doivent être des personnes averties pour servir le peuple et servir son État. Et quand la situation devient compliquée et qu'il y a une incompréhension notoire entre le dirigeant et son peuple, entre le dirigeant et le bas peuple, la situation devient une crise répétée. Et si les leaders qui sont au pouvoir n'ont pas le bon sens de regarder réellement ce qui se passe et de revenir à la raison pour que tout le monde puisse s'asseoir à la table pour discuter, eh bien, les coups d'État arrivent souvent dans les pays. Parce que l'Afrique de 10 ans n'est plus l'Afrique d'aujourd'hui. C'est une Afrique, c'est l'Afrique qui est à un certain niveau de visibilité, de communication. La jeunesse a pris une certaine responsabilité. Donc, la façon dont on gérait les États il y a quelques années ne peut plus être possible aujourd'hui. Donc, les dirigeants et les leaders qui arrivent au pouvoir doivent être des leaders avertis, des leaders qui écoutent le pouls de la population et qui respectent les constitutions et aussi qui respectent tout ce que le peuple veut et souhaite. C'est à cela qu'il faut y travailler. Vous savez très bien le coup d'État en Guinée. D'une part, il y a des gens qui sont tellement favorables à ce n'est pas une bonne chose, surtout si nous parlons de la démocratie. Mais ce coup d'État, c'est un soulagement pour la plupart des Guinéens. Mais ça fait après un mois sans Alpha Condé. Comment voyez-vous la situation en Guinée maintenant? Vous savez que un pays a toujours une opinion et les opinions ne peuvent pas être la même opinion dans le pays. Un pays qui aspire à la démocratie et on est en train de construire le bon sens de la démocratie réelle, il faut qu'il y ait des divergences. Il faut que tout le monde y pense comme il pense. Il y a ceux qui sont d'accord et qui ont applaudi pour le coup d'État et ceux qui ne sont pas d'accord. Et ça, c'est normal. Un pays doit être
à ce niveau-là comme ça, responsable. Même les grandes démocraties du monde, comme aux États-Unis, ben, c'est comme ça aussi. Et aujourd'hui, le pouvoir a changé. On valide ce qui s'est passé, c'est-à-dire on est face à une situation nouvelle. Je pense que la responsabilité de tout le monde est engagée pour qu'on réussisse cette transition, pour qu'on aide ceux qui ont pris le pouvoir à avancer et à réussir la transition. Parce que, je vais vous dire, quand il y a un coup d'État dans un pays, si la transition n'est pas bien faite, eh bien c'est un retard pour 5 à 10 ans pour le pays. Donc, moi j'invite tous les démocrates, tous les citoyens du pays, dedans, localement parlant, à l'étranger, les diasporas guinéennes qui sont partout, de contribuer une force de proposition réelle. D'ailleurs, j'en parlais ce matin. Je disais qu'il faut absolument qu'on mette en place une coalition des citoyens pour la réussite de la transition. Parce que il s'agit de quoi? Il ne s'agit pas d'un homme, il ne s'agit pas de M. Doumbouya, il ne s'agit pas d'Alpha Condé, il ne s'agit pas des hommes. Il s'agit du pays, il s'agit de la Guinée. Vous savez, M. Ba, les hommes meurent, le pays demeure. Donc, nous devons avoir une forte responsabilité pour qu'on puisse se remettre sur une table, pour construire et pour projeter une Guinée nouvelle. C'est une façon aujourd'hui de réfléchir ensemble, de consolider les bases d'une démocratie et de faire la refondation de notre État. Parce que, vous savez, nous avons eu notre indépendance en 1958, nous avons vu les expériences de Sékou Touré, nous avons vu les expériences de Conté, nous avons vu les expériences de Dadis, et maintenant nous avons Condé est tombé, et nous avons l'expérience maintenant qui commence de Doumbouya. Hein? Il faut que les Guinéens se mettent autour de la table, se fassent une projection réelle pour bâtir et pour refonder un État. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire refonder un État? Il faudrait qu'on travaille tous dans notre constitution pour que le chef d'État qui sera au pouvoir après les élections ne se transforme pas en Dieu vivant, ne se transforme pas à celui qui a droit de mort et de vie des gens, ne se transforme pas à celui qui décide tout. Nous devons mettre les garde-fous au niveau du pouvoir. Un président de la République, il a des droits, il a des devoirs, il a des limites. Il faut qu'on travaille sur notre constitution pour qu'on ait une constitution solide qui donne la possibilité à un président de la République de gouverner, mais qui ne donne pas la possibilité d'avoir une hache et la glaive pour détruire tout ce qu'il veut. Non, nous devons mettre en place des institutions solides pour garantir cette démocratie, pour que notre pays avance et que ce soit parmi les démocraties du monde. Nous parlons de la transition, M. Keita. Avant tout, d'abord, M. Keita aussi, pensez-vous que le CNRD va remettre le pouvoir aux civils et avez-vous confiance au CNRD? Oui, il n'y a pas de raison. Vous savez, quand il y a un changement, toujours, on se pose la question, est-ce que le CNRD va remettre le pouvoir? Est-ce qu'ils vont durer éternellement au pouvoir? Est-ce qu'ils vont faire ceci, cela? Je pense qu'il faut avoir le bon sens de donner le crédit à M. Doumbouya qui a pris le pouvoir. Il a déclaré les choses lorsqu'il a pris le pouvoir. Et moi, j'ai parfaitement conscience que c'est un démocrate, c'est un fils noble du pays qui peut ouvrir les perspectives nouvelles pour notre pays, mais il faut être toujours vigilant quand il y a des changements de pouvoir. Nous avons la chance d'avoir une démocratie naissante chez nous, parce que nous travaillons pour cela depuis des années. Les dirigeants doivent savoir que on ne peut plus gérer un pays comme il y a 10 ans ou 20 ans. Les mentalités des gens ont changé. Le peuple est averti. Le peuple a une
maturité politique. Les jeunes ont eu un bon sens et une perception de la communication du monde et de la politique et de la gestion publique qui est très très avertie. Donc, aucun dirigeant au monde, en Afrique, ne peut continuer à gérer le pays comme avant. Donc, il faut tenir compte de cet impératif pour que nous puissions aller devant. Oui, j'ai confiance à ces jeunes militaires qui sont venus au pouvoir. Il faut leur donner le bénéfice du doute. Et surtout, ce que je disais au départ, il faut que tous les citoyens de Guinée se rassemblent pour apporter une contribution à la réussite de la transition. Parce que si on ne réussit pas cette transition, eh bien, je pense qu'on est parti pour des retards de 5 à 10 ans. Et ça, il ne faut pas le souhaiter, il ne faut pas le faire. Nous avons vu ce qui s'est passé en 2010 aussi. Je vais revenir sur le cas de 2010. Dadis avait l'intention d'organiser les élections. Mais vous savez, il y a d'autres Guinéens qui sont mal intentionnés et ils se regroupaient en disant que Dadis va se présenter aux élections présidentielles. En fin de compte, nous avons vu ce qui s'est passé. Et aussi, je vais revenir un peu en arrière. Nous allons parler du Mali. Vous avez vu ce qui s'est passé au Mali ces derniers jours. Le président de la transition a dit que le Mali n'est pas prêt à organiser les élections présidentielles. Donc, pensez-vous que la Guinée va aussi avoir des cas pareils comme le Mali? Par exemple, en ce moment, la transition, la charte du CNRD, on ne connaît pas quand est-ce qu'ils vont organiser les élections législatives, présidentielles, ainsi de suite. Donc, en général, quelle analyse faites-vous par rapport à cela? Écoutez, quand on prend le pouvoir, on est face à des difficultés comme si on était face à la mer. Parce que vous arrivez au pouvoir, vous avez tellement de difficultés à régler, vous avez des priorités. Pour que la transition puisse être réussie, pour qu'on passe de la transition aux élections, il y a quelque chose qui est important dont il faut commencer le chantier. C'est les électeurs. À quelle date on est majeur en Guinée pour voter? Je pense que c'est 18 ou 19 ans en Guinée. Il faudrait un recensement. Il faudrait qu'on constitue un fichier électoral propre qui est validé par tout l'ensemble de l'opposition, de l'État, des citoyens, des gens du civil, la société civile et tous les organismes qui forment la configuration réelle d'une démocratie dans notre pays. Il faudrait que cela soit validé par tout le monde. Et après ce recensement, on peut penser à aller aux élections. Vous savez, il faut commencer tout par le début. Si on est pressé d'aller aux élections et on a un fichier médiocre, eh bien, on va tourner en rond et on va se retrouver dans des conflits interminables dans notre pays et on ne s'en sortira pas. Quand vous prenez votre pays aujourd'hui, sur les 100% de la population, je peux dire qu'il n'y a que 40% qui ont des cartes d'identité. Il faut bien réformer tout ça et donner la possibilité d'avoir l'outil qui prouve sa citoyenneté, c'est la carte d'identité. Moi, je proposerais d'ailleurs que ces nouveaux dirigeants de nos pays proposent une carte d'identité gratuite à tous les citoyens du pays. Parce que quand vous êtes au village, vous pensez à quoi? Vous pensez à manger? Mais si on vous dit que la carte d'identité est à 3 000 à 10 000 francs guinéens, ou à 100 000 francs guinéens, mais avant de prendre votre carte d'identité, vous avez réfléchi 3 fois. Et si on propose à tous les citoyens, parce qu'il faut proposer des solutions exceptionnelles dans une situation exceptionnelle. On peut proposer, par exemple, les cartes d'identité gratuites dans notre pays. Et puis, travailler pour que tous les citoyens guinéens puissent accéder à leur passeport. Il faut que ce soit un droit du citoyen révélé et en action et prouvé, même si ce n'est pas gratuit pour les passeports, mais il faut abaisser le prix d'accès au passeport
pour que tous les citoyens guinéens puissent avoir le passeport. La citoyenneté, c'est la carte d'identité et le passeport déjà. Nous devons faire ce travail-là et cela, faire un travail vraiment responsable, un travail bien fait au niveau de la recherche et de la validation du fichier électoral. C'est à cette seule condition que nous pouvons avoir des élections crédibles en Guinée. Bien, monsieur Keita, vous savez très bien, le pouvoir, c'est comme de la drogue. Vous savez, de fur et à mesure que tu comprends le pouvoir, de fur et à mesure que tu as l'ambition ou bien tu veux être dans le pouvoir. Par exemple, il y a un opposant guinéen, Faya Minimono, qui propose 5 ans. Il y a aussi Baouri qui propose 5 ans de transition. Vous savez, donc, parce que moi, quand j'entends ces choses pareilles, ça me dérange, d'une part. Parce que moi, je ne voudrais pas que, d'une part, la transition dépasse 2 ans maximum, 2 ans. Parce que vous savez, c'est le pouvoir. Donc, qu'est-ce que vous envisagez? Selon vous, la transition devrait durer combien de mois? Personne n'a une baguette magique pour dire que, voilà, la transition doit être à cette date, à 2 ans, 3 ans, 4 ans. Personne. Je vais commencer par vous dire, quand vous arrivez au pouvoir, vous avez un océan de problèmes à résoudre. Il y a le problème économique, parce que pour faire des élections, c'est pas gratuit. Pour faire des élections, monsieur Ba, il faut un fichier. Pour faire le fichier, il faut de l'argent. Il faut les finances. Pour mobiliser tout ça, il faut du temps. Et pour faire ce beau travail bien fait, il faut former les gens. Il faut avoir des gens qui sont dans l'équité. Il faut avoir des gens qui sont compétents. Il faut avoir des gens qui ont la citoyenneté comme esprit pour travailler dans un sens équitable pour qu'on arrive à faire quelque chose de potable pour notre pays. Et cela, ça prend du temps. Est-ce que c'est mieux de courir très vite, d'aller aux élections et qu'on se retrouve dans des histoires de contestation et de problèmes dans notre pays pour l'instabilité totale de notre pays? Est-ce que c'est ça ce qu'on veut? Ou bien on doit travailler pour faire bien le travail, pour que tout le monde se mette à table, pour que tout le monde soit d'accord, pour qu'on puisse arriver à la fin de la transition pour une élection réussie pour le bien de tout le monde. Là se trouve la question. Il ne s'agit pas de dire 5 mois, 5 ans, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Non. Il s'agit de travailler ensemble pour projeter selon un programme précis pour dire voilà, pour faire ça, il faut ça. Pour faire ça, il faut ce temps-là. Pour faire ça, il faut les finances. Et en ce moment, je pense que en ce moment, le comité de redressement national pour la démocratie le développement doit se projeter pour dire voilà, nous avons un chantier. Voilà ce chantier, nous pensons que pour faire les fichiers, nous allons faire tel temps et il faut tel argent. Pour faire les élections, il faut tel temps, il faut tel argent. Et voilà un chronogramme qu'on peut donner. Je pense qu'il faut donner la chance à l'équipe de M. Doumbouya, du président Doumbouya, de prouver au pays qu'il travaille et qu'il a un chronogramme grand pour le pays. Il ne faut pas que les choses soient complètement disparates, que les gens disent 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Non, ce sont eux qui sont responsables. Ils doivent se mettre devant la nation pour dire nous voulons faire ce travail et nous pensons que ce travail peut se faire en étapes, telle date, telle date, telle date, telle date, telle année, on va le faire. Et il ne s'agit pas aujourd'hui de vous dire quel est le temps qui sera imparti pour la transition. Il serait très, très irresponsable pour moi de dire, voilà, c'est 2 ans, c'est 3 ans. Non, les critères sont différents. Tout dépend de ce que nous avons aujourd'hui dans le pays. Vous savez, nous avons un pays abîmé, M. Ba. Mon pays est le pays où on a fusillé les gens dans l'histoire. Mon pays est un pays où les gens sont morts dans les prisons, où on est venu chercher des gens. Ils étaient en train de dormir dans leur maison. On les a dit, levez-vous, on les a plus jamais revus. Nous avons une histoire terrible. Nous devons reconstruire notre pays sur des bases réelles. D'ailleurs, pour cela, je dis à mes amis souvent,
Moi, je pleure souvent avec mes amis quand je pars en Afrique, parce que des amis avec lesquels j'ai grandi, qui n'ont pas revu depuis cette nuit-là, on est venu chercher leurs parents, on les a amenés, ils n'ont jamais revu leur papa, et il n'y a même pas de dépouille. On ne sait pas où ils sont enterrés. C'est une histoire difficile pour se reconstruire. C'est pour cela qu'il faut que le comité de redressement national de la démocratie, je le propose qu'il fasse un chantier pour rechercher les corps de ces gens-là, pour qu'on puisse retrouver ces gens-là, et faire un cimetière national dans notre pays, pour mettre le nom sur des gens qui ont disparu, autant de Sékou Touré, autant de Conté, autant de Condé, enfin, faire un cimetière national pour mettre le nom des gens qui sont tombés pour notre pays. Parce que il est vraiment difficile de se reconstruire quand on ne sait pas où sont ses parents. Et ça, c'est un chantier que je demande de mes voeux au président Doumbouya, s'il peut m'entendre là où je suis, pour qu'on puisse avoir une reconstruction de ces familles, pour faire le deuil finalement. Parce que il y a des milliers de familles qui ne savent pas où se trouvent leurs parents, et ça c'est terrible. Comme vous l'avez si bien mentionné, ce qui s'est passé au Kambaro, c'est déplorable. Donc, est-ce que M. Keita, vous comprenez mon inquiétude de fait que le pouvoir militaire, il devrait avoir un objectif très bien déterminé. Je ne voudrais pas d'une part qu'il arrive à rester au pouvoir en se focalisant au pouvoir, en disant qu'ils vont développer la Guinée. Je pense que très bien, s'ils pensent à cette attitude, ce sera une grande erreur. Parce que vous savez très bien. Vous n'êtes pas le seul. Tout le monde, oui. tous les démocrates du monde, oui. les citoyens de Guinée, d'Afrique et dans le monde, souhaitent que finalement, quand un régime militaire prend le pouvoir dans un pays, que ce régime militaire fasse le travail qu'il faut pour la soudure et redonner un pouvoir constitutionnellement, comme veut notre constitution, un pouvoir aux civils. C'est ce que tous les citoyens du monde démocrate souhaitent. Je souhaite pour mon pays aussi que le président Doumbouya fasse le travail qu'il a promis et qu'il arrive à donner la possibilité de construire quelque chose pour faire des élections libres et transparentes, afin qu'on revienne dans un cycle de démocratie, pour qu'on revienne comme tous les pays du monde qui ont démocratiquement élu leur président. Nous vivons actuellement une situation exceptionnelle, et à une situation exceptionnelle, des décisions exceptionnelles. Et je pense que finalement, il aura le bon sens et le courage de remettre le pouvoir pour qu'on puisse être dans le concert des nations. Bien. Donc, on va parler aussi de la nomination du Premier ministre. Vous savez, ça fait 2 mois depuis qu'on a nommé le Premier ministre. Donc, quelle analyse faites-vous par rapport à ça, à la nomination du Premier ministre? Monsieur Ba, je pense que c'est une très bonne chose pour la Guinée et pour tous les démocrates guinéens. Le jeune président veut s'ouvrir, veut s'entourer des personnes qui ont de l'expérience, et je peux te dire que Mohamed Biabogui, qui est un ami et un frère que je connais, a une très très grande expérience, et c'est une personne mesurée, c'est une personne qui a une vision, c'est une personne qui a une ambition pour son pays, et je pense qu'on peut compter sur sa capacité à être l'homme de la situation. Vous savez, dans des situations exceptionnelles, il faut des gens qui ont cette trempe. D'abord l'expérience, d'abord l'expertise, la mesure, quelqu'un qui peut être clivant, quelqu'un qui peut parler à tout le monde et réunir la nation. Nous avons besoin d'union. Nous avons besoin de nous reconstruire. Nous avons besoin de nous ressouder. Nous avons besoin que la famille se retrouve, la famille de Guinée et les citoyens du pays et ceux qui sont à l'étranger se retrouvent, qu'on finisse à jamais ces guerres politiciennes qui sont tel président, telle communauté, tel machin.
Il faut qu'on en finisse. Il faut qu'on s'embrasse. Il faut qu'on se réunisse entre toutes les communautés. Peul, Baga, Fula, Malinké, Djakanké, Gerzé, Thomas, Nalou, Gersé, Landouma. J'espère que je n'oublie personne. Et si j'oublie, je m'en excuse. Que tout le monde se retrouve comme une famille. Il s'agit de la chose publique, la chose qui nous intéresse, la chose qui nous réunit, notre chose commune, c'est la Guinée. Il faut que tout le monde travaille à cela. Et puis, il faut que tout le monde se remette en question. Si on a été à un certain moment mauvais, il faut que tout le monde se remette à changer pour essayer d'être une personne bien avertie, une personne qui s'améliore pour construire une Guinée meilleure où les choses sont possibles, où les gens peuvent vivre en paix et espérer. Parce que vous savez, dans la vie des gens, la seule chose qu'on ne peut pas tuer dans la vie des gens, c'est l'espoir. Alors j'espère que l'espoir va renaître dans le cœur de tous les Guinéens et avec ce pouvoir, nous allons avancer et nous allons construire une belle nation. Bien, on va revenir un peu en arrière, on va parler des premiers ministres. Vous savez très bien en Guinée, on peut nommer un premier ministre juste pour titre. Il est là comme étant un premier ministre, il ne fait pas le rôle du premier ministre. De fait que le président ou bien le président de la transition ne lui laisse pas faire son boulot. Nous avons vu ce qui s'est passé en 2010, c'était pareil comme Komara. En plus, même Lansana Kouyaté, un homme que je respecte, que je respecte de plus. Et aussi, qu'est-ce que vous en pensez de cela? Pensez-vous que le CNRD va laisser le Premier ministre à faire son boulot? Écoutez, quand on nomme un Premier ministre, en principe, on lui donne un carnet de route. On lui donne une mission. C'est à lui d'accepter ou de ne pas accepter. Parce que ce n'est pas forcé d'être Premier ministre. Quand on vous nomme Premier ministre, vous essayez de demander ce que on attend de vous. Si vous sentez que finalement, vous avez la capacité d'apporter votre contribution, ben vous acceptez. Mais je reviens encore pour vous dire, nous vivons une situation exceptionnelle. Et il faut des décisions exceptionnelles. J'espère. En tout cas, je pense que avec la trempe que je connais, Mohamed Biavogui, la carrière qu'il a et l'expertise qu'il a, ben, il va pas être une marionnette, comme les gens peuvent penser. Si les choses ne sont pas claires au départ pour qu'il puisse faire le travail qu'il doit faire, je pense qu'il partira. Il ne restera pas. Il démissionnera pour partir. Parce que on travaille sur des bases réelles et sur une mission quand on est nommé pour une mission. Si on n'a pas la possibilité, les coups de franche, pour faire cette mission et pour réussir dans cette mission, il faut partir. Parce que le travail qu'on lui demande, c'est le travail pour la Guinée. Pour faire avancer la Guinée, pour qu'on puisse aller de l'avant, pour qu'on puisse s'améliorer. Et si vous voyez, en tant que Premier ministre, que vous n'avez pas cette possibilité-là, eh bien, il partira, je pense. Bien, donc, diplomate d'une part, au niveau international, M. Keita, êtes-vous prêt à travailler avec le nouveau gouvernement si on vous appelle? Ben, c'est très tôt, mais bon, vous savez, tout diaspora, je le dis souvent, est une diaspora de citoyens qui doivent avoir l'ambition d'apporter leur contribution au pays. Hein. J'ai fait toute ma carrière à l'étranger, je travaille à l'étranger, j'ai travaillé longtemps au ministère des Finances. Aujourd'hui, je suis dans la Charte des Nations Unies pour Human Rights Commission. Si on m'appelle demain pour travailler avec mon pays, ben, je verrai ce qu'on me demande de faire. Si c'est conforme à la déontologie, à l'option et à ce que je sens que j'ai la possibilité d'apporter pour faire avancer les choses, eh ben, j'apporterai ma contribution. Parce que, vous savez, c'est très important
de contribuer à construire quelque chose dans le pays qui vous a vu naître. D'ailleurs, vous savez que beaucoup d'Africains sont nommés dans quelques pays, ils deviennent ministres, mais pour moi, la capacité d'apporter quelque chose dans son pays pour contribuer à quelque chose est essentielle et fondamentale. Donc, si on a besoin de ma capacité et de mon expertise dans mon pays, eh bien, j'apporterai avec plaisir ma contribution. Comment voyez-vous l'avenir de la Guinée et quelles sont les étapes à suivre pour se développer selon vous? Vous savez, la Guinée est un pays qu'on appelle souvent le scandale géologique. Hein? Mais on est aussi le scandale de la pauvreté. Hein? Nous avons des richesses qui sont enfouies dans notre sous-sol. Il faut qu'on ait la capacité de développer les secteurs essentiels qui peuvent contribuer à relever le niveau de vie de nos populations. Nous avons la bauxite et nous exploitons la bauxite depuis les après-indépendances, dès la sortie de l'indépendance. Cette manne de bauxite que nous avons apporte beaucoup d'argent dans les finances publiques. Ces finances publiques doivent contribuer à rehausser le niveau de vie de nos populations et à construire le pays. Nous devons bâtir un pays qui a des routes, nous devons bâtir un pays qui a une télécommunication fiable, nous devons bâtir un pays qui a les transports fiables, nous devons bâtir un pays où on se sent bien, où on ne se dit pas « non, je vais quitter le pays pour aller vivre ailleurs, pour aller chercher mon bonheur ailleurs ». Le bonheur doit être dans notre pays, mais il faut qu'on la transforme. Il faut qu'on ait la possibilité de dire oui, c'est possible, je reste chez moi parce que mon pays a des atouts et parce que mon pays me donne la possibilité de progresser et de m'assumer dans mon pays. Et c'est le rêve de tout citoyen d'un pays. Bien. Avant qu'on termine cette émission, avez-vous quelque chose à rajouter? Écoutez, je dirais simplement que la Guinée est en train de rentrer, est rentrée d'ailleurs dans une nouvelle ère. C'est l'ère de la refondation et que tout le monde doit y contribuer. Nous devons bâtir un pays de démocratie, de justice. La justice, c'est très important. Un très célèbre président américain du nom de Obama a dit que l'Afrique a besoin des institutions fortes, pas des hommes forts ou des hommes riches. On a besoin d'abord de construire des institutions solides qui peuvent renforcer nos pays, nos dirigeants et les citoyens pour qu'on puisse bâtir un pays où on se sent bien, où on a la liberté et où on a les droits. On se dit, on a les droits, personne ne peut me dire ça parce que c'est mon droit. Et je ne dois pas faire ça parce que c'est le droit de l'autre. Le droit doit être de rigueur et le droit des citoyens est très important dans un pays. Et ça, on doit refonder, reconstruire notre justice pour que tout le monde soit au bon niveau de compréhension. Et puis, on doit mettre un pouvoir massif, c'est-à-dire un investissement massif sur l'éducation. Parce que, vous voyez, il y a un penseur chinois qui disait, si vous voulez détruire une nation, c'est pas la peine d'envoyer une bombe. Mais vous fermez les écoles et vous ne donnez pas la possibilité aux enfants de ce pays de se construire, d'être enseignés, d'être éduqués. Et là, le pays court à sa catastrophe. Nous devons tout faire pour construire un pays où il y a l'école. Et puis, pour finir, je voulais dire que l'agriculture dans les pays africains, souvent, nous devons mettre aussi vraiment des ressources massives sur l'agriculture. Parce que les pays africains, on pense que l'agriculture, c'est le travail du pauvre.
Alors que quand vous allez aux États-Unis, les plus riches, c'est des agriculteurs. Quand vous allez en Europe, les plus riches, c'est des agriculteurs. Il faut remettre sur le pied les formations agricoles dans le pays, former des agriculteurs. Et puis, nous avons beaucoup d'événements qui ressemblent souvent à des entrepreneurs. On donne des awards par là pour des startups, on donne des awards. Il faut créer des awards pour les agriculteurs, les jeunes qui inventent des choses pour l'agriculture. Il faut que les jeunes aillent à l'agriculture. Il faut qu'on les prépare à cela. Il faut qu'on les encourage afin qu'on puisse créer un outil essentiel et puis une communauté d'agriculteurs jeunes pour développer l'agriculture dans nos pays parce que demain, je pense que si nous travaillons bien, nous avons des terres, c'est l'Afrique qui nourrira le monde entier. Bien, merci beaucoup, M. Keita, d'avoir accepté mon invitation. Je vous remercie, M. Ba, et félicitations pour votre Web TV. J'espère que vous aurez beaucoup de succès avec ce que vous faites. Merci beaucoup. Bien, et merci pour les auditeurs qui vont suivre cette émission. Et je leur dis bonsoir et bonjour là où ils sont. Et que l'Afrique doit être portée par les Africains. Personne ne viendra développer l'Afrique à notre place. C'est les enfants de l'Afrique qui développeront l'Afrique. Il n'y a pas de Père Noël. Le Père Noël, c'est nous-mêmes. Donc, il faut qu'on se donne la main pour développer notre continent. Merci beaucoup. À bientôt. Bien. Merci. Merci.